Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle table ronde qui portera donc sur l'apport des sciences humaines au numérique contemporain. Je suis donc Anne de Floris, doctorante à Sorbonne Université au sein de l'UMR CIRIS. Et même si mes travaux ne portent pas directement sur le numérique, c'est avec plaisir que j'animerai donc cette table ronde et les échanges qui auront lieu entre nos trois intervenants, donc j'ai bien dit trois intervenants, et qui seront, à n'en pas douter, d'une très grande qualité. Donc, ces intervenants, qui sont-ils? À ma droite, vous avez Benjamin Thierry, maître de conférences en histoire contemporaine, spécialiste plus particulièrement de l'histoire de l'information, de l'informatisation en France, en Europe, aux États-Unis, avec des travaux qui portent aussi sur la culture du numérique, et qui est également vice-président des humanités numériques et des systèmes d'information de Sorbonne Université. Ensuite, vous retrouvez Francesca Musiani, chargée de recherche au CNRS, rattachée à l'ISCC. Ces travaux portent notamment sur la gouvernance de l'Internet et bénéficient d'une formation qui est assez interdisciplinaire. Nous y reviendrons, ça nous permettra sans doute d'avoir une vision là aussi très, très riche de ces questions. Et des travaux donc, qui mêlent une approche socio-économique, je dirais, des technologies et des sciences du numérique, avec notamment un intérêt pour tout ce qui relève de la vie privée et du patrimoine, de la patrimonialisation du numérique. Et enfin, le grand oublié de cette table ronde, donc Benjamin Loveluck, maître de conférences en sociologie du numérique à Télécom ParisTech. Donc là, des travaux qui s'intéressent plus particulièrement aux pratiques politiques en ligne, à l'économie politique de l'information et toutes les transformations à proprement parler qui peuvent s'opérer sur l'espace public, donc en lien avec ces questions. S'interroger donc sur les apports des sciences humaines au numérique ouvre à vrai dire un champ d'exploration qui excède largement la seule considération des sciences et techniques du numérique. Le chercheur en sciences humaines et sociales participe en effet d'une mise en perspective de tous ces aspects, mais mise en perspective avec l'ensemble de la société, de ses acteurs, de même parfois des communautés d'acteurs, leurs pratiques et leurs représentations. Donc on a donc des sujets qui vont être très très variés et je commencerai peut-être avec une question volontairement un peu large et ouverte. Vous êtes tous des chercheurs en sciences humaines et sociales, particulièrement intéressés par le numérique, mais on l'a vu avec des profils qui peuvent être assez variés. À vous trois, et malgré des pratiques qui relèvent très souvent de la transdisciplinarité, vous empruntez tout à la fois à la sociologie, à l'histoire et aux sciences de l'information et de la communication. Donc, ma première question, le numérique, est-ce que c'est un objet de recherche comme les autres ? J'en garde un peut-être pour... C'est une bonne question. Je pense que c'est très discipline dépendant, en fait. Moi, je suis historien et je revendique vraiment cet ancrage. J'ai travaillé sur un certain nombre de sujets qui sont vus comme faisant partie du numérique. Je n'ai pas l'impression, alors peut-être que Benjamin et Francesca me contrediront, mais je n'ai pas l'impression qu'on se vit comme des chercheurs qui travaillent sur le numérique. Pour une bonne et simple raison, on aurait beaucoup de difficultés à définir les frontières du numérique. Donc on se retrouve parce que nos objets sont identifiés comme faisant partie de ce champ qui est très large. On a parlé des usages, on peut parler de l'industrie, on a eu quelques exemples avec la table ronde précédente, mais on serait bien normal de poser des frontières fixes pour savoir ce que recouvre le numérique. Oui, je suis d'accord. Par ailleurs, j'ai peut-être un petit ajout à faire, c'est que ce qui est intéressant par rapport au numérique comme objet de recherche, c'est que notamment depuis que c'est devenu un objet de massification des usages, de construction de public, etc., il y a des disciplines qui se sont nommées, par exemple, Internet Studies, qui donc sont vraiment orientées objets et qui donc répondent plutôt à une idée que l'objet d'abord et les disciplines pour s'attaquer à cet objet
ensuite, peut-être dans des configurations et des alliances variées. Et plus récemment, il y a aussi des sous-disciplines très très spécifiques parfois qui voient le jour. On a parlé des critical code studies ou des software studies ou plus récemment encore des big data studies. Donc voilà, c'est en même temps et surtout parce qu'il y a ces étiquettes qui naissent, c'est important de se rappeler voilà, de quelle tradition disciplinaire on vient et dialoguer aussi bien avec voilà, les disciplines dont on provient qui s'attaquent à d'autres objets de recherche dans ce cadre. Alors, moi, j'ai envie de faire une réponse de Normand, c'est-à-dire que le numérique n'est à la fois pas un objet en soi, de moins en moins finalement, puisqu'il traverse tous les aspects de la vie sociale. Donc, pour le sociologue, on retrouve du numérique un peu partout, et pourtant, il faut aussi pouvoir se saisir d'une certaine dimension qui est propre au numérique, qui est la dimension technique, qui, des fois, nous amène à acquérir des compétences qui sont d'un autre ordre pour pouvoir eh bien, observer des phénomènes sociaux. Moi, je suis sociologue, donc le numérique, c'est une des dimensions de la vie sociale. Et le sociologue s'intéresse aux normes, à ce qui va orienter, ce qui va cadrer les échanges, les interactions humaines. Et le numérique, aujourd'hui, bien c'est inscrit dans les plus infimes de ces relations humaines. Et donc à la fois, l'objet ne change pas, il s'agit toujours de comprendre les relations humaines. Et d'un autre côté, pour aller saisir cette part quand même qui est dévolue au numérique, il faut en comprendre une certaine logique, qui est une logique technique. Il faut aussi appréhender des nouvelles méthodologies. On ne peut pas fonctionner avec les mêmes méthodes d'enquête, par exemple, ou alors il faut les combiner avec d'autres choses. On travaille sur des données qu'on va aller des fois recueillir directement sur des plateformes, quand on peut. Et on va à la fois se servir de méthodes plus traditionnelles, des entretiens, des enquêtes quantitatives classiques, et ce qu'on appelle des nouvelles méthodes dites numériques, qui permettent d'aller chercher d'autres types d'informations. Je vous remercie. Quel est selon vous le rôle des sciences humaines face au numérique? Est-il simplement de produire un savoir critique comme il le ferait pour d'autres domaines, d'autres objets? Bon, c'est toujours moi qui... Oui, c'est... Alors, d'abord, je soulignerai à quel point le présenter comme ça, face au numérique, implique dans la question même un positionnement critique, voire l'impose. Je ne sais pas si c'est nécessaire que ce soit systématiquement critique. Ce que fait l'historien du numérique, c'est d'abord souligner des continuités, mettre en exergue des contextes, montrer comment une compréhension des interactions de ces objets, que ce soit Internet, les big data, pour prendre des choses très contemporaines, Internet c'est plus ancien, interagissent avec des contextes, et livrer une connaissance qui ensuite peut donner lieu à une interprétation éventuellement critique. Alors, je sais que les sciences humaines ont fait le deuil de l'objectivité du chercheur, mais j'aime bien néanmoins ce positionnement de concepteurs de boîtes à outils qui sont ensuite confiés à la société, qui peut s'en saisir et en faire finalement ce qu'elle désire selon celui ou celle qui s'en est saisi. Alors, voilà, je pense que c'est un positionnement qui n'est pas nécessairement critique dès le départ, même si aux yeux de certains, lorsqu'on a des témoins qui sont interrogés et qui ensuite relisent nos travaux, ils trouvent qu'on a parfois un positionnement critique, mais ça ne fait pas partie de nos objectifs de travail initiaux. Moi, je vais parler un petit peu de l'apport que peut avoir la sociologie des techniques, la sociologie de l'innovation à ces questions-là. Alors, à mon avis, il y a des contributions que ces disciplines peuvent donner au dévoilement du numérique. C'est un peu voilà, mettre à nu les processus parfois, voire très souvent non linéaires du développement d'une innovation
applications. C'est-à-dire que très souvent, voilà, comme si on se met du côté du public du numérique, des applications, des contenus, etc., on voit un produit final qu'on a tendance à considérer comme acquis. Or, voilà, si on s'attaque minutieusement à regarder comment est-ce que cette application ou ce contenu a été initialement produit, comment est-ce qu'il a été reçu par des utilisateurs pionniers qui ont pu changer sa nature, certaines de ses caractéristiques, etc. Voilà, on en arrive à comprendre la nature en fait très peu stabilisée de tous ces artefacts et donc avoir des idées plus claires sur comment ils ont vu la lumière, et donc aussi qu'il peut y avoir des changements possibles dans le futur, qu'il peut y avoir la possibilité d'une pluralité, que tel acteur, parce qu'il est dominant maintenant, ne sera pas forcément dominant 20 ans après, etc. Donc je pense que c'est là un des apports que la sociologie des techniques peut donner. Alors, pour répondre à cette question, je vais peut-être prendre appui sur un autre pan de mon activité et de notre activité ici, qui est celui de l'enseignement. Je suis enseignant-chercheur, donc dans une école d'ingénieurs, donc Télécom ParisTech, qui anciennement École nationale des télécoms, anciennement École nationale des postes et télécommunications, pour ceux qui connaissent. Et donc, on forme des ingénieurs dont le métier, en principe, c'est d'apporter des solutions à des problèmes techniques et d'être efficaces dans leur activité professionnelle. Et dans le même temps, on réalise que ces ingénieurs, ils ne peuvent pas se satisfaire d'une formation purement technique. Et ça fait longtemps que les écoles d'ingénieurs ont intégré les sciences humaines et sociales dans leur cursus. En partie parce que voilà, on va former des gens qui sont destinés à faire partie des élites, etc. Donc il faut qu'ils aient un certain bagage aussi dans les humanités. Ça a longtemps été ça. Et puis aussi, on s'est rendu compte que c'était peut-être important que les ingénieurs aient une perspective sur leur activité, un décentrement même, et que de plus en plus, dans un contexte aussi où la société dans son ensemble se saisit des problèmes techniques, des innovations scientifiques, des découvertes et de la technologie, l'ingénieur ne peut plus travailler seul dans son coin et doit prendre en compte le fait que la société civile, les pouvoirs publics se saisissent des problèmes. Et donc en ça, on a aussi une mission qui est de, si ce n'est, alors c'est un autre sujet, mais c'est en tant que chercheur peut-être cette dimension de critique, de dévoilement, effectivement, d'enjeux de pouvoir éventuellement même, mais aussi par rapport à la mission d'enseignement, je crois que apporter un éclairage sur le fait que ce que produisent les ingénieurs n'est pas que de la technique. On a vu des jolies courbes tout à l'heure de processeurs, de vitesse de calcul, mais le but c'est aussi de réinscrire ces technologies dans le social, dans l'histoire, et là il y a aussi une dimension qui me semble va être critique pour les personnes concernées. Il me semble que dans vos trois réponses se dégagent deux nouvelles pistes. La première, c'est celle de la temporalité, que l'historien ou le chercheur va essayer de réinjecter face au présentisme, à l'immédiateté de l'expérience de la société face au numérique contemporain, en tout cas. Et la seconde, vous évoquiez même le terme de mission du chercheur, c'est celle du rôle qu'a le chercheur en sciences humaines et sociales au sein de l'espace social, de l'espace public. Et peut-être que je rebondirai d'abord sur cet aspect-là. Lorsqu'on parle de ce rôle du chercheur, s'agit-il par exemple d'éclairer le débat public? Là aussi, le terme éclairé est choisi pour vous titiller un petit peu, sur des enjeux contemporains que pourraient être la neutralité du net, le respect de la vie privée, etc. Francesca. Alors, ça aussi, c'est une question qui est complexe, surtout que les chercheurs en sciences humaines, comme dans beaucoup de domaines,
ont eu tendance, disons que le mouvement général, c'est vers la spécialisation, c'est vers des objets très précis, très particuliers. Et dans le même temps, on demande aux chercheurs, quelle que soit leur discipline, de pouvoir apporter des éclairages beaucoup plus vastes, de pouvoir donner du sens, ou en tout cas d'apporter une forme d'abstraction qui permette de comprendre les choses ensemble. Et donc ça, c'est effectivement, ça fait partie, je pense, des missions, mais qui sont délicates parce qu'on va toujours aussi reprocher à un chercheur de parler de ce qu'il ne connaît pas lorsqu'il s'avance un peu sur des terrains un peu trop généraux. Mais je crois qu'on a besoin de pouvoir faire le lien entre notamment des aspects très techniques et des aspects qui peuvent être éminemment sociaux. Ce qui est intéressant, c'est quand on regarde dans l'histoire, de la manière dont par exemple l'histoire du numérique et d'Internet a été appropriée par les sciences humaines et sociales, un moment très important, ça a été des juristes aux États-Unis, d'éminents juristes de Harvard, des grandes universités américaines, qui se sont saisis de cet objet pour en comprendre les implications, avec une formulation qui est restée très célèbre de quelqu'un qui s'appelle Lawrence Lessig, qui disait « Code is law ». Le code informatique, à force de loi. Et là, dans cette simple formule, je crois, on a déjà un éclairage critique, il me semble, sur ce que la technologie, comment elle s'inscrit dans les rapports humains. Dans ce que raconte Benjamin, là, je vais peut-être rajouter une expérience en première personne que j'ai vécue entre 2014 et 2015. C'était la commission de l'Assemblée nationale qui portait sur les libertés et les droits à l'âge du numérique. Et en fait, c'est intéressant, c'est l'existence de ces commissions parce que ça sert à éclairer un point de ce que les chercheurs peuvent faire dans l'espace public. En fait, c'était le mandat de cette commission était de revenir un pas en arrière, d'aider l'Assemblée nationale à revenir un pas en arrière par rapport au mode un peu réactif qui avait caractérisé jusque-là la plupart des lois et des projets de loi qui concernaient le numérique, avec l'idée de se dire il y a des principes, il y a des droits de l'internaute qu'on souhaite peut-être préserver un peu sur le long terme, et ça répond à des principes presque philosophiques ou juridiques qui ne sont peut-être pas si spécifiques au numérique que ça. Donc le travail de la commission était justement de revenir, de remonter d'un cran, effectivement de se dire légiférer en mode réactif sur le numérique n'est pas une bonne idée pour ne pas faire de nom la loi Hadopi sur le peer-to-peer, et essayer de revenir en vision plus compréhensive, plus inclusive de ce que pouvait être le numérique aujourd'hui et de la place des droits et des libertés de l'utilisateur dans ce cadre. Oui, ce qu'on fait tous les trois, c'est qu'on apporte nos compétences qui sont liées à la pratique scientifique que nous menons tous les jours, et on essaye de la mettre au service du débat public lorsque nous sommes sollicités. Donc, Francesca a parlé de son travail important de commission, qui fait partie des sollicitations qu'on reçoit. Moi, j'avais été sollicité au moment où on en parle toujours beaucoup, parce que ça effraie les journalistes et le grand public des fake news. Et je ne parle pas de fake news simplement parce que j'ai envie d'en parler, mais parce qu'en tant qu'historien, j'ai une pratique quotidienne de l'analyse documentaire qui me permet de créer tout simplement un regard rétrospectif sur ce qu'on appelait dans les époques précédentes, et je prends cet exemple-là parce que l'expression est délicieusement datée, les fausses nouvelles qu'on a connues pendant la Première Guerre mondiale, qu'on a connues instrumentalisées pour mettre rois et reines dans des situations inconfortables. Et donc, nous utilisons des compétences qui sont liées à nos disciplines au service du débat public. Et en fait, nous ne faisons pas grand-chose de plus, mais c'est tout simplement ce que chaque scientifique dans son champ,
qu'il pratique les sciences humaines et sociales ou les sciences inhumaines et asociales, c'est un choix, peut faire. Voilà, on a des compétences qui sont liées à des champs, à des pratiques, que ce soit sur la source lorsqu'on est historien, sur la société lorsqu'on est sociologue, sur le droit lorsqu'on est juriste, et on livre une analyse qui peut ensuite être utilisée par l'acteur politique ou le grand public lorsqu'il lit nos interventions dans la presse grand public ou ailleurs. Notre réaction? Non? Donc merci. Peut-être pour rebondir un peu sur la question des fausses nouvelles, donc le travail de l'historien notamment est de recontextualiser, d'apporter une approche systémique aussi de son objet ou de son domaine d'étude. Finalement, quelle temporalité peut-on appliquer au numérique ou à quelle temporalité cet objet de recherche se rattache-t-il? C'est plutôt pour l'historien et la question peut-être de l'écueil du présentisme. C'est une question qui est complexe. Alors je ne veux pas sortir de la question ou du débat par une pirouette, mais ce qui aujourd'hui m'apparaît important, Benjamin parlait de l'enseignement, donc lorsqu'on livre un enseignement sur le numérique ou même lorsqu'on écrit sur le numérique, c'est de réintroduire ces objets dans des temporalités multiples, de ne pas rester collé au présent, de comprendre que l'on est ancré dans des logiques qui sont parfois des logiques assez longues. Quand on parle d'Internet, le grand public comprend Internet, le web, s'imagine que c'est récent, alors qu'en fait c'est relativement ancien, que cela apparaît dans des contextes qui sont relativement différents. Le contexte américain des années 60 n'est pas celui qu'on connaît aujourd'hui, donc c'est jouer sur des temporalités multiples, essayer de créer le va-et-vient, de montrer que ces objets, on peut les comprendre différemment, qu'ils n'ont pas une seule dimension, notamment chronologique, de compréhension, et permettre ainsi que, par exemple, l'acteur technicien puisse se positionner. Moi, je suis toujours étonné lorsque je discute avec de jeunes ingénieurs, Sorbonne Université, par exemple, faisons un peu de publicité pour la maison, de voir à quel point ils ont une méconnaissance assez importante du passé de leur discipline ou de leur champ. Je pense que, par exemple, c'est pas faire insulte à Louis de dire qu'aujourd'hui, on a beaucoup de jeunes étudiants qui travaillent sur les technologies réseau, qui ignorent qui est Louis Pouzin. D'un point de vue historien, c'est quand même dommage de passer sous silence l'aventure Cyclade qui explique le positionnement français dans un certain nombre de domaines. Donc c'est permettre ce retour vers des époques qui nécessairement trouvent toujours des échos aujourd'hui. Je peux juste rajouter, oui, c'est pas seulement dommage, je crois que de ne pas connaître cette histoire. Moi, je me suis beaucoup intéressé aussi à l'histoire d'Internet, l'histoire longue, en remontant le plus loin que je pouvais, c'est-à-dire effectivement les années 40, von Neumann, Norbert Wiener. On parle beaucoup d'intelligence artificielle aujourd'hui. Donc vous avez annoncé tout à l'heure qu'un livre était réédité qui avait abordé ces sujets dans les années 80, mais l'idée d'intelligence artificielle, elle remonte encore plus loin. Puis après, elle a été vue comme complètement désuète, et puis on a un peu abandonné cette expression parce que c'était pas à la mode. Mais je pense que l'éclairage historique, par exemple, qui est aussi un éclairage social, eh bien, va nous montrer que l'histoire, elle n'est pas linéaire, parce que nos étudiants, effectivement, ils arrivent avec une idée que voilà, les choses se font l'une après l'autre, qu'on découvre un truc et puis autre chose. Et puis, quand on regarde un peu dans le détail ce qui s'est passé, on voit qu'il y a des luttes de pouvoir, on voit qu'il y a des choses qui se sont faites parce qu'à un moment donné, il y avait une configuration qui le permettait, qu'il y a des choses qui se passaient même au même endroit, au même moment, et qu'on va leur donner un sens aussi, on va les investir, que les acteurs qui ont développé l'informatique communicante avaient un certain nombre aussi d'idéaux, même de projections, voire idéologiques. Et donc tout ça, c'est important, je crois, de le rappeler, c'est même crucial, parce que effectivement, disons que les personnes qui sont bien en train d'être formées ou qui aujourd'hui vivent dans ce qu'on appelle le numérique, doivent aussi comprendre tout ça pour savoir quelles en sont les conséquences sur leur vie quotidienne et sur leur pratique professionnelle, etc.
Oui, juste cette question et cette discussion me rappelle en fait la façon dont Jeffrey Bowker, qui est un spécialiste des infrastructures en général, avec une perspective de sociologie des techniques, avait écrit à la fin de la préface à mon livre tiré de ma thèse, il disait en résumé: pour comprendre le numérique d'aujourd'hui, il faut analyser à la fois ce qui est en train de se passer et les routes qu'on n'a pas empruntées. Donc c'est dans ce sens-là que les temporalités et l'histoire donnent le rapport. Oui, ça, c'est particulièrement important de faire passer l'idée qu'il y a eu des voies multiples qui se sont proposées, que les solutions qui dominent ne sont pas nécessairement les meilleures d'un point de vue technique, ce qui est aussi une idée préconçue qu'on a souvent. Il y a un certain nombre d'entreprises américaines que je ne citerai pas, qui l'ont illustré durant l'histoire de l'informatique. Il y a aussi un enjeu d'appropriation de l'histoire. Le passé, c'est toujours un objet qui est l'objet d'une lutte de pouvoir. Je vais prendre un exemple qui n'est pas bien grave comparé à d'autres. On essaye toujours de se garder des illusions rétrospectives, c'est-à-dire des constructions qui parfois servent l'intérêt de certaines institutions. Je prends souvent l'exemple du Mundaneum en Belgique, qui est aujourd'hui un musée sur une initiative de la fin du 19e siècle, qui utilise comme slogan, qui a utilisé comme slogan l'idée d'être un Google de papier, parce qu'apparu à la fin du 19e siècle, et voulant recenser tous les livres du monde sur des petites fiches de papier, ils ont trouvé ça intéressant d'utiliser ce slogan-là, qui est typiquement une captation et un anachronisme qui va nous permettre de montrer à quel point la construction dans le temps est bien comprise, doit éviter ce genre d'artifice, et en même temps illustre aujourd'hui des situations de pouvoir. On ne se dit pas le Google de papier par hasard au début des années 2000, et probablement que 20 ans avant, on n'aurait pas, nécessairement, Google n'existait pas, mais utilisé ce type de métaphore. Donc voilà, le passé, c'est toujours un objet qu'on essaye de montrer dans sa nudité, même si on n'y arrive jamais totalement, parce qu'il est interprété par les acteurs, par leur position, par leurs intérêts, bien entendu, et ça en fait un objet qui est éminemment problématique et de controverse. Cette question de l'appropriation, parfois même politique, du passé, pose aussi la question du patrimoine et de la patrimonialisation du numérique et des acteurs qui en sont partie prenante. Francesca, par exemple. Oui, alors en effet, c'est la question de la patrimonialisation du numérique, c'est quelque chose qui nous a occupé, notamment Benjamin et moi, dans le cadre d'un projet de recherche qui s'est récemment terminé. Et en effet, ce qui de mon point de vue a été particulièrement intéressant sur cette question de la patrimonialisation de l'Internet, c'est qu'on y retrouve plein d'enjeux de pouvoir et de gouvernance aussi. Donc en fait, la façon dont on rend patrimoine le numérique du passé plus ou moins récent, est tout à fait un enjeu de pouvoir, au même titre que les controverses plus actuelles sur les big data ou sur les algorithmes. Donc en effet, il y a ce qui veut dire qu'il y a des acteurs en tout genre qui cherchent à informer cette patrimonialisation, des acteurs privés à des organismes de standardisation, etc. Il y a des questions de géopolitique, de fracture numérique entre ceux qui peuvent se permettre de patrimonialiser leur numérique et ceux qui ne peuvent pas le faire, etc. Donc c'est tout à fait une question importante et passionnante. Comment est-ce qu'on rend l'histoire récente du numérique patrimoine ? Avec des effets d'optique qui sont toujours étonnants à observer. Moi, je défends mon projet d'histoire un peu ringarde aux yeux de certains, de faire notamment l'histoire du numérique en France. Quand j'ai commencé ma thèse, on m'avait reproché de prendre l'espace français comme espace de référence, mais je l'avais commencé à une époque où il n'y avait pas de littérature sur l'histoire, ou très peu, des interfaces homme-machine, puisque c'était mon sujet, sur la France, où cette histoire était entièrement dominée par la géographie américaine, incarnée par quelques institutions de valeur, je ne dirais pas le contraire, le Parc par exemple, qui produisait énormément de littérature et qui laissait les histoires nationales
nationale dans l'ombre. Autre exemple, alors avec une amie commune qui n'est pas là ce matin, mais qui aurait eu probablement des choses très intéressantes à dire, qui est Valérie Schaffer, qui enseigne au Luxembourg. On a écrit en 2012 un ouvrage qui a été le premier sur le Minitel. Alors tout le monde nous avait dit, oh, pour vos enfants, le Minitel, voilà, c'est vraiment ringard. Bon, alors est-ce qu'on a eu tort d'avoir raison trop tôt? Mais aujourd'hui, chez nos amis anglo-saxons, on voit un intérêt renouvelé pour le modèle économique qui a été porté par la télématique à la française. Nos amis Kevin et Julien ont sorti il y a 2 ans un ouvrage sur le Minitel en anglais qui a eu du succès aux États-Unis, avec des collègues américains qui tombent un peu du placard en disant, mais écoutez, au MIT Press, voilà, en tombant un peu du placard en disant, mais écoutez, c'est quand même étonnant ce projet, ce succès, cette interface grand public accessible très tôt, bien avant que Internet soit autre chose qu'un artefact pour quelques happy few du milieu de l'informatique. Donc oui, il y a un enjeu patrimonial et même de réhabilitation de certains espaces. Aujourd'hui, il y a des enjeux énormes sur le tiers-monde, sur sa capacité à générer une histoire de son entrée dans le numérique, parce que le numérique existe en dehors des États-Unis et de l'Europe. Peut-être sur la patrimonialisation au sens... Enfin, c'est encore un autre débat, mais je pense que du point de vue du sociologue, là encore, ou du politiste, parce que j'ai aussi une formation de politiste, ce retour et le fait d'arriver quand même à préserver une mémoire alors des objets, mais des pratiques aussi, est très importante. Ça existe dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'on a des historiens qui s'intéressent par exemple aux pratiques de lecture et d'écriture, et comment elles ont évolué au cours du temps, comment on passe d'une lecture collective et orale à une lecture individuelle et silencieuse. Et tout ça, on peut le comprendre qu'en conservant quand même des artefacts anciens. Et je crois que c'est un peu la même chose avec le numérique, avec des défis importants, parce qu'on peut garder un terminal de Minitel, mais on ne peut pas se replonger complètement dans ce qu'il faisait fonctionner. Alors il y a des émulateurs qui essayent un peu, mais ce ne sera plus le réseau que c'était à l'époque. Et pourtant, le Minitel a été constitutif d'une époque, a été un moment important en France, non seulement sur le plan technique, avec des choix qui auraient pu être autrement, etc., mais aussi parce que des gens se sont saisis de cet objet et ont commencé par exemple à utiliser des messageries. Et donc, si on veut comprendre un peu comment, l'histoire de la messagerie à distance, il faut savoir que dans les années 80, début des années 90, beaucoup de gens écrivent à distance. Alors, c'est pas l'email, peut-être qu'ils connaissent pas encore même l'email, bien souvent, mais ils vont pouvoir écrire des messages, même des sites de rencontres, etc., sur le Minitel. Et tout ça fait partie des jalons qui ont constitué nos pratiques actuelles. Voilà. Vous évoquez à juste titre la question des usages, des pratiques, des représentations. Est-ce que ces éléments constituent un apport déterminant des sciences humaines et sociales sur la question des sciences et techniques du numérique? Est-ce que c'est l'une des ouvertures peut-être les plus faciles ou celle qui saute le plus immédiatement aux yeux dans le travail que les chercheurs réalisent? Du point de vue de l'historien, parce qu'on a une discipline qui évolue, heureusement, c'est évidemment des dimensions qui sont d'abord récentes et prometteuses. Moi, je viens de l'histoire des techniques. Ça fait quelques temps maintenant qu'on a arrêté de compter les boulons sur les locomotives et arrêté de se préoccuper des dimensions uniquement matérielles. Elles continuent à être importantes, mais la socialisation de la technique, c'est-à-dire comment des objets sortent du laboratoire pour aller vers le grand public. On a parlé du Minitel, qui est un cas d'école formidable à étudier. Ça marche également comme cas d'étude pour la micro-informatique personnelle. La manière dont les représentations vont aider, empêcher, ralentir l'adoption d'une innovation sont des dimensions aujourd'hui, alors qu'on a en commun, parce que l'historien est loin d'être le seul à le faire. C'est même plutôt du côté de la sociologie que les historiens sont allés s'abreuver sur cette dimension-là. Mais c'est
évidemment quelque chose qui est déterminant. Je reviens à l'enseignement parce que ça me paraît être vraiment important dans la pratique du chercheur, enfin presque indissociable de la pratique du chercheur. Finalement, chercher dans son coin, ça n'a pas un grand intérêt. Ça permet de montrer très concrètement que l'illusion du facteur technique qui détermine pourquoi une innovation va trouver son marché ou pas est fausse. Pourquoi le grand public ou un marché peut avoir des représentations qui vont être complètement orthogonales avec la manière de concevoir une innovation et freiner son adoption ou au contraire la faciliter. Avec bon, tous les cas qu'on connaît, le téléphone portable et son SMS qui n'était absolument pas fait pour communiquer, dire à sa femme j'ai oublié le pain, j'y retourne à l'origine, mais pour faire du diagnostic entre équipes techniques. Donc voilà, tous ces éléments qui permettent d'expliquer que, encore une fois, les choses ne sont pas linéaires et que la meilleure solution technique n'est pas forcément celle qui va l'emporter. J'avais mentionné tout à l'heure les histoires d'usagers pionniers. En fait, pour une certaine partie de la sociologie des techniques, ça c'est particulièrement intéressant, voilà, d'observer comment ce qu'on a pu appeler les power users ou les early users, en fait, les gens qui en premier s'approprient d'une innovation voilà, peuvent en changer le cours du développement même, parce que voilà, à ce moment-là, l'innovation est loin d'être stabilisée. Mais voilà, la sociologie des usages, surtout en France, c'est un champ d'études qui est très varié et très riche. Voilà, elle va bien au-delà de ça, effectivement, pour investir les différents publics des innovations numériques. En tout dernier, voilà, très récemment, voilà, il y a eu la sortie d'un ouvrage de Dominique Pasquier qui, par exemple, est sur les usages de l'Internet dans les milieux plus défavorisés, dans les milieux voilà, moins qu'on connecte plus difficilement, voilà, plus immédiatement aux usages numériques les plus avancés. Et donc voilà, la sociologie des usages, c'est tout ça et c'est très important. Oui, pour rebondir là-dessus, donc Dominique Pasquier, qui est ma collègue à Télécom Paris Tech, s'était aperçu que finalement, pour parler du numérique, pour le comprendre, on chaussait tous un filtre, des lunettes qui nous filtraient la réalité et qui finalement nous le faisaient voir de la perspective des gens qui s'expriment dans l'espace public, qui vont être des journalistes, des experts, qui ont des pratiques qui peuvent être à 1000 lieues de celles qu'on retrouve dans des milieux populaires, pour qui l'informatique voilà, et représente tout autre chose et s'inscrit complètement différemment dans leur vie quotidienne. Et donc, c'est un très bon exemple, je crois, de travail qui permet de décentrer le regard et de voir que, effectivement, quand on conçoit une innovation, un logiciel, un appareil, on imagine des utilisations et on se rend peut-être pas compte que ces scripts qui sont proposés, ces scénarios peuvent être détournés par les utilisateurs ou ne pas avoir les effets escomptés, et que peut-être aussi il y a des dimensions qui nous échappent totalement, des manières dont ces technologies peut-être aussi ont des effets non voulus, non souhaités, qui sont finalement obscurcis par les représentations collectives qui sont construites dans l'espace public. Je vous remercie. Alors, j'aperçois l'avancée inexorable de notre maître du temps. Donc, nous allons peut-être prendre quelques questions de la salle. Bonjour, Geneviève Boucher. Alors, pour ceux qui me connaissent mal, vous avez parlé de Louis Pouzin qui s'est occupé des architectures réseau. Moi, je me suis occupée des architectures applicatives. Voilà. Et je voudrais juste avoir votre ressenti parce que je regarde ce que vous publiez et ce que vous publiez, à mes yeux, est biaisé parce que nous avons subi. Alors Louis à sa manière et moi à ma manière et les gens qui travaillaient avec moi à l'époque, et je pense les gens qui travaillaient avec lui aussi, une omerta excessivement forte
pour ne pas raconter nos histoires. Donc je voudrais savoir si vous le ressentez. Je suis en train de préparer un livre, j'ai énormément de mal à l'écrire parce qu'il faut que je fasse une lutte vis-à-vis de moi-même, parce que pendant 30 ans, j'ai rien dit. Alors, je ne veux pas parler à la place des collègues qui travaillent sur l'histoire des réseaux, ce qui n'est pas mon cas, parce que moi... Oui, mais après le ressenti de l'acteur, on va le prendre en compte. Je ne sais pas exactement à quoi vous faites référence, qui vous censurerait ou qui conduirait à cette difficulté de dire les choses. Alors, il est certain qu'en tant qu'historien, nous avons une limite évidente qui est celle de la documentation. Alors, en tant qu'historien du temps présent, j'ai un petit plus non négligeable par rapport à mes collègues qui travaillent sur l'Antiquité, c'est que moi, mes témoins sont encore vivants. Donc je peux aller... oui, ils m'envient beaucoup, hein, donc je peux aller les interroger. Maintenant, et sans vouloir vous choquer, je ne donne jamais plus de crédit à un témoignage qu'à une pièce d'archive. Parce qu'on sait toutes et tous notre capacité de reconstruction par rapport au parcours, à un passé. Je vous donnerai juste un exemple. Ça m'est arrivé de rencontrer des témoins qui faisaient des erreurs chronologiques dans leur retour sur leur carrière de l'ordre de la dizaine d'années. En me disant, mais si, bien sûr, ça, on l'a sorti en telle date, on était en avance, et puis ça a capoté parce que... Alors, je ne dénoncerai personne, c'est pas la peine de me sauter dessus à la sortie, mais voilà, c'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a nécessairement un travail de documentation qui comporte ses limites et d'entretien, mais moi, je ne vois pas vraiment à quoi vous faites référence, mais on pourra en discuter éventuellement après, ça sera un plaisir. Merci à tous. Il me semble que votre métier consiste à prendre un grand nombre d'éléments isolés, imprévisibles, à essayer d'en déduire des grandes tendances et les modéliser. Et derrière, pourquoi pas même prévoir un petit peu le futur. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'on fait avec la prévision du risque et avec l'IA, la big data, l'analyse à l'échelle moléculaire, les analyses de foule, de tout un tas de choses. Bref, je me demandais si la technologie numérique elle-même vous aidait dans votre boulot, s'il y avait des outils en train d'être développés qui aident les historiens et les sociologues, parce que c'est des phénomènes très complexes, des grandes tendances que vous étudiez, et si à l'inverse, vous participez, vous contribuez avec des startups, des entreprises, des business, quels qu'ils soient, au développement de modèles efficaces. Par exemple, je pense à du marketing, hein, on fait un peu de psycho, on fait un peu de socio, on fait de tout ça. Est-ce que vous les aidez à développer des modèles? Merci beaucoup. Oui, très court. Alors, super court. Réponse est oui. Il y a de plus en plus de sociologie quantitative, justement aidée par le fait qu'il y a des... voilà, le big data ne sert pas qu'aux entreprises pour essayer d'en tirer de la valeur, des prévisions sur ce que les utilisateurs font ou vont faire. C'est aussi du matériel qui est ou peut être à disposition du chercheur. Donc, il y a des outils qui sont développés pour essayer d'en faire sens. Alors, Benjamin a parlé de l'exemple de l'enseignement des controverses. Là aussi, il y a des logiciels qui essayent, par exemple, de cartographier l'état d'une controverse sociotechnique en se servant il y a eu un précurseur qui s'appelait Issue Crawler où on donnait à manger à un logiciel un certain nombre d'URL qu'on identifiait comme pertinentes pour la controverse, et il en sortait une carte où il y avait d'autres URL aussi qui étaient en relation avec celle-là et qui on a montré un peu l'importance relative les uns par rapport aux autres. Tout ça, c'est affiné, c'est diversifié par la suite. Donc oui, voilà, il y a tout ça. Si je peux juste rajouter quelque chose là-dessus, c'est que ça pose quand même un vrai problème pour les chercheurs, c'est que il y a des choses qui étaient possibles à un moment et qui ne le sont plus, parce que Issue Crawler, c'était dans le monde du web,
où on pouvait aller aspirer des réseaux de sites web, reconstituer ce réseau et l'analyser avec des analyses de réseau. C'est des choses qu'on peut de moins en moins faire puisque beaucoup d'interactions sociales passent par des plateformes aujourd'hui qui sont propriétaires, et toutes ces données, pour y avoir accès, il faut travailler en partenariat pour avoir accès à ces données. Donc on a une recherche qui est de plus en plus contrôlée. On peut faire des fois des choses avec les API, etc., ou en bricolant. Et puis, en fait, on est obligé de bidouiller. Pour donner un exemple, moi je travaille sur, par exemple, des petites mobilisations sur Internet, via Facebook ou via des pétitions en ligne. Il faut aller voir ce que font les gens. On peut aspirer une partie des données, ce qui nous donne des informations, mais on complète aussi avec d'autres techniques, c'est-à-dire qu'on va essayer d'identifier les acteurs et on va aller les rencontrer, on va les interroger comme le ferait n'importe quel sociologue, pour illustrer ce que je disais tout à l'heure sur la complémentarité finalement des techniques. Dans certains cas, on va pouvoir faire des gros traitements quantitatifs, big data, et si on veut adopter cette approche, mais surtout si on a des jeux de données qui s'y prêtent. 30 secondes de rajout. Il faut aussi se réaliser que ces méthodes-là ont souvent des choix méthodologiques importants qui est en amont. Et donc, voilà, il faut être réflexif là-dessus aussi, parce que les cartes qu'on obtient, en fait, c'est le plus souvent une aide à une compréhension par la suite, mais ne devrait pas être compris comme des résultats de la Bible, du Graal qui sort dans le logiciel. Voilà. La dernière question. Y a-t-il en France des chercheurs en sciences sociales et humaines qui travaillent sur les liens entre le numérique, la santé et la médecine? Oui, alors mon laboratoire, l'Institut des sciences de la communication du CNRS, maintenant il se recentre pas mal sur des questions plutôt liées à Internet et société, mais il a eu pendant longtemps des pôles qui effectivement abordaient ces liens exactement, donc la façon dont les technologies de communication sont appropriées par le monde de la santé, donc à la fois des associations des patients, mais aussi la communication institutionnelle sur des questions de santé, etc. Donc oui, il y a des chercheurs qui font ça. Si vous souhaitez, je peux vous diriger vers les personnes de l'ISCC ou ex-ISCC qui s'occupent de ça.